Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je vous fais la vidéo avec toutes les légendes réunies en une seule, donc là c'est les légendes de l'héros. Et je vous signale juste que l'intro est fait avec le nouveau micro, donc c'est normal qu'il y ait une différence de son entre l'intro et le reste de la vidéo. Donc voilà, ça va me permettre aussi moi de voir la différence entre avant et après. Allez voilà, c'était juste pour vous prévenir. C'est parti, je vous laisse profiter de la vidéo. Et si chaque pont possédait une légende, aussi ancienne que le pont lui-même? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Car il existe une catégorie de ponts qui possèdent des histoires bien plus sombres, souvent en lien avec le pire personnage connu à ce jour, le diable lui-même. Les ponts en question sont donc souvent appelés ponts du diable, et leurs histoires sont assez semblables dans une grande globalité. Le premier que nous avons pu voir, c'est celui de l'héros qui se trouve dans les fameuses gorges de la région. On prétend, selon cette histoire, que le diable empêcha dans un premier temps la construction du pont, sabotant tous les efforts des ouvriers jusqu'à ce que ces derniers soient à bout. Évidemment, il ne fait rien au hasard, vous vous en doutez bien. Car ce dernier proposa un pacte avec l'architecte du pont, Guilhem. Un pont impossible à détruire en échange de l'âme de la première personne qui poserait le pied sur la première pierre du pont. Un marché fut conclu et la construction reprit en un temps record. Le diable n'avait pas menti, un pont que même lui ne pouvait détruire se tenait à présent debout, enjambant le gouffre. Mais Guilhem dupa le diable, en lançant un pauvre chien avec une casserole attachée à sa queue. L'âme de la première personne fut donc celle d'un chien. Fou de rage, le diable tenta dans un premier temps de détruire le pont, mais sans succès. Alors de colère, il sauta du pont et dans son plongeon, creusa le fameux gouffre noir de l'héros pour se venger de l'impertinence des hommes. Mais il ne s'arrêta pas là. Revanchard comme jamais, le diable prit la forme d'un bouc et maltraita la population locale durant un moment, s'approchant peu à peu des lieux de culte, prenant même pour cible des hommes d'église. Ces derniers finirent par en avoir assez. Un homme d'église en particulier, qui excédé par la situation, prit le diable par surprise. Il voulut l'asperger d'eau bénite, mais se fit encorner par la créature en même temps avant que la bête maléfique ne l'emporte. Les habitants le vengèrent en chassant la créature qui finit par replonger là où elle avait creusé le gouffre la première fois. Cependant, affaibli par l'eau bénite du prêtre martyr, le diable ne put jamais remonter jusqu'à la surface de ses eaux. Si la plupart de nos légendes empruntent souvent à la religion chrétienne une bonne part de leur mysticisme, il en existe d'autres qui se révèlent plus mythologiques, car dans cette histoire, nous parlerons de mythologie grecque. Bien avant que les humains ne viennent en ce monde, il existait une autre forme de vie en plus des dieux, celle des géants. Et malheureusement pour eux, ils devaient disparaître pour que les humains puissent prendre place. Ainsi nous parlerons des derniers géants qui se nommaient Sébenna et Rhea. Ils vivaient sur le plateau de Karou dans la paix, n'offusquant personne dans leur tranquillité, hormis le roi des dieux lui-même, par leur simple existence. Ce dernier était impatient de pouvoir faire naître les humains et s'écria alors à l'encontre des géants qu'ils meurent, scellant leur sort dans un destin funeste. Car personne n'ose désobéir au grand roi, pas même la terre elle-même. Ainsi commença un enchaînement de désastres qui allait invariablement changer le paysage local. Sébenna fut la première, dormant paisiblement au moment du glas. Elle ne put rien faire et se fit happer par le sol qui l'engloutit. Son seul et unique acte fut d'appeler son amour à l'aide, en vain. Elle pleura, et les eaux du Riotor recueillirent ses larmes. Quant à Rhea, il avait entendu l'ultime appel de sa bien-aimée, mais ne put jamais l'atteindre car elle fut aspirée par la rivière d'Éric. Luttant pour sa survie contre les eaux déchaînées, le torrent ne lui laissa aucune chance de s'en sortir. Il finit par s'agripper au rebord, mais à l'instant où il posa ses mains sur le sol, tout devint boue pour le repousser. Il se fit emporter en hurlant dans un dernier cri, et ce fut le dernier de toute une espèce. Ainsi moururent les derniers titans, tués par les éléments sur ordre du roi des dieux. Le corps de Sébenna dessinant les sommets du carreau, et la tête de Rhea, encore visible, pétrifiée dans le lit de la rivière d'Éric.
Ainsi s'achève notre histoire, cruelle en un sens. Pourtant, ce sacrifice permit aux humains de venir en ce monde. Personnellement, je trouve cette histoire vraiment sympathique, ou du moins de par ses origines, car cela nous rappelle que certaines légendes peuvent emprunter le lore des pays voisins. C'est vers une étrange créature que nous nous tournons. Bien que nous allions parler d'un dragon, il sort quelque peu des standards posés habituellement, et nous allons découvrir cela ensemble, car il s'agit peut-être bien de la seule créature de ce type que nous verrons dans nos histoires. Tout d'abord, il n'a rien à voir avec le dragon que nous avons pu voir en Moselle, loin de là même. La créature que l'on nomme Drac était connue pour être paisible en réalité. Un dragon vert dont le quotidien n'était rempli que de siestes et de festins pour le moins singuliers. Car son régime alimentaire n'était pas fait de viande comme la plupart de ses congénères, non. Il ne mangeait que des herbes aromatiques, ce qui semblait parfaitement lui convenir, et n'en fit pas une grande menace pour les habitants des environs lorsqu'ils découvrirent sa présence. Du moins, pas directement, car la créature pour se nourrir devait préalablement brûler ses aliments, et malheureusement, ce fut rapidement les récoltes des paysans qui en pâtirent. Cependant, d'autres habitants louaient sa présence et lui bâtirent même un château pour qu'il puisse y nicher, ce qui acheva la décision de la créature de rester dans les environs. Car oui, un repère bien sécurisé et de la nourriture en quasi-abondance, pourquoi partir? Et ce fut aux grandes dames d'une partie des habitants qui voyaient chaque année, au solstice d'été, leur récolte prendre feu pour offrir un festin aux dragons. Rapidement, deux groupes se firent entendre. D'un côté, on voulait que Drac reste, mais de l'autre, on voulait qu'il parte. Car si la présence de la créature mettait à mal les récoltes, elle protégeait également les bétails en repoussant naturellement les prédateurs du coin. Malheureusement, aucun espoir pour la paisible bête. Des habitants finirent par organiser des battues afin de la capturer, et ce ne fut pas si dur de l'attraper au final. Une fois fait, on l'emprisonna dans les halles, d'où la créature ne pourrait plus jamais ressortir. Cependant, une petite lueur d'espoir perdura, car des années après, on pouvait croiser des orphelins du château de Castellas qui, ayant pris connaissance de l'histoire, venaient apporter des bouquets de plantes à la créature. On ne sait pas si elle a fini par en sortir ou en demeura prisonnière. Le château tomba lentement en ruine et le nom de Drac ne perdurera que dans le folklore local où on peut encore l'entendre. Mais plus jamais dans la légende, la région ne connut l'arrivée d'un autre dragon comme lui, car c'est ainsi que s'achève ce conte. Plus une histoire qu'une légende cette fois, car aucune fantaisie dans ce récit. Seulement l'histoire de trois hommes qui ont fait abnégation de tout et donnèrent leur nom à différents pics de la région, dont celui du fameux pic Saint-Loup. Non loin de Saint-Martin de Londres, trois hommes portant le nom de Loup, Giral et Claire ont vécu dans les environs. Tous trois réputés pour leur richesse, ils étaient aussi connus pour avoir aimé la même femme. Et l'amour faisant faire souvent des choses étranges, on convia d'un défi pour départager les trois afin que l'un d'eux puisse gagner le cœur de la demoiselle. Les termes de ce défi étaient simples. Le plus glorieux des trois aurait la main de la belle. Alors ils partirent tous en guerre dans le but de recevoir les plus hauts faits d'armes, accomplir des actions contribuant à leur gloire. Cependant, ce ne fut qu'une perte de temps, car accomplissant ainsi leurs œuvres, le temps fila et emporta la bien-aimée dans un endroit où ils ne pourraient la retrouver. D'un accord commun, ils décidèrent de se retirer du monde en attendant la fin. Chaque homme gagna une hauteur des environs pour y finir ses jours, et ainsi commença un nouveau rituel, plus simple, celui du temps qui passe. Car même s'ils étaient retirés de tout, on pouvait voir un petit signe de vie, une flamme qui brûlait chaque fin d'année pour Noël. Ainsi les habitants des environs pouvaient alors savoir qu'ils étaient encore de ce monde et vivaient leur vie dans leur paix. Le temps passa, d'année en année, et bientôt une flamme ne se fit plus connaître. Et puis une seconde, et enfin, plus aucun feu ne brûla au sommet du dernier pic. Les trois ermites avaient fait leur temps, et ils rejoignirent probablement leur bien-aimé. On nomma ainsi les trois pics de leur nom, Saint-Giral, le pic Saint-Loup et le mont Saint-Clair, qui se dresseront encore bien plus longtemps que les ermites, rappelant ainsi leur choix de se retirer du monde, leur résilience et leur abnégation, car ils vécurent probablement en paix. Même si elles n'ont pas forcément une touche de fantaisie, j'apprécie beaucoup ces histoires qui s'inscrivent parfaitement dans nos légendes, car elles donnent des noms aux lieux, les concernent et y sont directement rattachés, s'inscrivant alors dans les folklores locaux. Puisque dans la dernière histoire nous avons pu parler de montagne, il est temps de parler de son inverse, d'une grotte, car j'ai gardé l'histoire la plus triste pour la fin cette fois-ci. Cependant, difficile de confirmer la véracité de cette histoire, mais le nom qu'elle aura laissé en revanche est bien présent.
Il y a bien longtemps, une famille vivait non loin du cours d'eau qui s'enfonçait dans la grotte. Une famille de paysans, très soudés, mais pourtant très pauvres également. Jusqu'à ce qu'une décision difficile fût prise. Un des enfants, en âge de travailler, partit pour une ferme se trouvant de l'autre côté de la grotte, plus haut vers les hauteurs des gorges de l'Hérault. Mais il n'avait bien évidemment pas coupé les ponts avec eux pour autant, et revenait leur rendre visite, quand il le pouvait, rarement donc. Ce fut au cours de l'une d'elles qu'il eut la surprise de voir entre les mains de sa mère un bâton qu'il avait lui-même sculpté et dont il reconnut les marques. Il pensait l'avoir perdu dans un précipice alors qu'il s'occupait des bêtes dans sa nouvelle ferme. Ne pouvant pas revenir avant longtemps, il trouva une solution pour communiquer avec sa famille désormais. Le garçon envoya donc des petits objets taillés par ses soins dans les précipices, objets qui furent à chaque fois récupérés par sa mère dans le cours d'eau, prouvant ainsi sa bonne santé. Les objets se firent toujours plus gros, parfois même des provisions venant de l'abondance du plateau voisin à la famille appauvrie. Il fit tout pour leur rendre la vie plus simple, et la nourriture fut plus que bien accueillie. Jusqu'à ce qu'un jour, il eut la fausse bonne idée de vouloir jeter un de ses agneaux en bas du précipice. Sa mère, qui attendit alors le signe habituel, fut surprise par la forme sombre qui arrivait, charriée par les eaux. Ce ne fut rien d'autre que le corps de son propre fils, qui dans sa folie, avait fini par tomber du haut du précipice après avoir été déséquilibré par la bête qu'il voulut y lancer. Le chagrin fut tel que la pauvre mère s'enfuit dans les grottes. On pouvait alors entendre ses gémissements, pleurs et hurlements régulièrement jusqu'à ce que ces derniers se tuèrent au bout d'un temps, pour toujours. Ainsi la grotte de Clamousse fut nommée la Clamoussa, ou plus simplement, la Hurleuse. Ainsi s'achève cette série d'histoires que nous avons pu redécouvrir ensemble. J'espère qu'elles vous auront plu, si vous les avez redécouvertes ou si vous les découvrez pour la première fois. La prochaine série de vidéos portera sur un nouveau département cette fois-ci. Et oui, ça y est, on reprend enfin les nouveaux épisodes. Mais je vous garde la surprise, donc pas d'indice cette fois. Si ce n'est que nous repartons vers le Grand Est. Et j'aurai la joie de pouvoir essayer mon nouveau micro, ce qui améliorera peut-être pas mal la qualité du son. Quoi qu'il en soit, d'ici là, portez-vous bien et à très vite dans les prochaines vidéos.